lors de la lecture du testament dans notre propriété baignée de soleil à Saint-Jean-Cap-Ferrat, mon oncle Gérard, l'homme qui m'avait recueilli par pure obligation après le décès de mes parents, se tenait en bout de la table en acajou et a déclaré avec une fierté non dissimulée, « Les 6 appartements de luxe sur la Croisette reviennent à mon fils. Elle n'aura rien. » La pièce a explosé. Le cristal des verres de baccarat a tinté sous les éclats de voix. Une trentaine de parents ont applaudi et exulté comme si mon cousin Hugo venait de marquer le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde. Mon frère aîné de cœur restait là, savourant les acclamations comme s'il s'agissait des premiers rayons de l'été, tandis que sa fiancée Léa lui murmurait à l'oreille qu'il méritait amplement tout cela. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas scié. J'ai simplement regardé l'avocat de la famille, Maître Roche, et j'ai demandé, « Vous n'êtes vraiment pas au courant, n'est-ce pas ?» Le visage de Gérard est devenu livide alors qu'il hurlait, « Non, au courant de quoi ?» Bienvenue sur Histoire de revanche. Assis ici avec mon petit noir, à regarder le monde défiler, je me rappelle à quel point la vie peut basculer rapidement du calme à la tempête. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Et quelle est votre boisson préférée? J'attends toujours vos commentaires avec impatience. Mais dans cette pièce, la paix s'était déjà envolée. Le silence qui a suivi le cri de Gérard était plus lourd que la chaleur méditerranéenne qui pressait contre les portes-fenêtres de la villa. Maître Roche a ajusté ses verres progressifs, nous fixant tour à tour comme s'il essayait de résoudre un puzzle dont la moitié des pièces manquait. Mais Gérard n'a pas attendu de réponse. C'était un homme qui vivait selon la règle voulant que le volume sonore soit égal à l'autorité. Et lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il déplaçait simplement le champ de bataille. Il a pioché dans son porte-documents en cuir et en a sorti une simple feuille de papier, la faisant glisser sur l'acajou poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant moi. C'était une facture de maintenance pour des travaux d'urgence s'élevant à 15 000 €. Gérard s'est raclé la gorge, les yeux plissés alors qu'il tentait de reprendre contenance. « Puisque tu es experte comptable judiciaire et que tu gagnes si bien ta vie, » a-t-il dit, sa voix retrouvant son ton condescendant si bien exercé, « nous avons décidé que c'est toi qui prendrais en charge les frais de remise aux normes des unités de Nice. Cela doit être payé d'ici demain matin pour que les propriétés restent en règle. Considère cela comme ta dernière contribution à l'honneur de la famille alors qu'Hugo prend la relève. » Ma tante Martine s'est approchée et m'a tapoté la main, les yeux humides d'une émotion répétée devant la glace. « C'est seulement justice, Julie, » a-t-elle chuchoté. « Tu as des revenus stables. Nous avons tous fait tellement de sacrifices. Nous avons tous tant sacrifié pour que le nom des Beaumont reste respecté. » J'ai regardé la facture, puis la main manucurée de ma tante. J'ai réalisé à cet instant que ma relation avec eux n'avait jamais été un lien de sang. C'était un service d'abonnement dont j'étais la seule à payer la facture. C'était le piège qu'ils tendaient depuis des décennies, la normalisation de la cruauté. Ils ne se voyaient pas comme des exploiteurs. Ils considéraient mon travail acharné comme un actif familial collectif qu'ils avaient le droit de récolter dès que bon leur semblait. Dans leur logique tordue, ma fiabilité n'était qu'un outil qu'ils pouvaient utiliser pour éponger les échecs d'Hugo. Et ils présentaient leur cupidité comme une décision familiale pragmatique. Ma compassion avait été un luxe sur lequel ils avaient tiré à découvert pendant des années. Et ils étaient choqués que j'ai enfin arrêté de suivre le mouvement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi Hugo, avec son tout nouvel héritage, ne pouvait pas payer ses propres factures. Je ne leur ai pas rappelé que j'avais déjà travaillé 80 heures par semaine pendant 3 ans pour sauver l'entreprise de Gérard de sa propre comptabilité imprudente. Je me suis simplement levé, le pied de la chaise grinçant contre le sol en marbre avec un son ressemblant à un coup de maillet final. J'ai laissé le stylo intact. J'ai laissé la facture de 15 000 € sur la table, ce drapeau blanc de reddition qu'ils s'attendaient réellement à ce que je signe. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai traversé le hall d'entrée, passant devant les portraits de famille coordonnés et l'odeur étouffante des lys, pour sortir dans l'air lourd de la Côte d'Azur. Au moment où j'atteignais ma voiture, mon téléphone vibrait déjà dans ma poche. C'était un SMS d'Hugo. « Pauvre perdante aigrie, disait-il. Tu n'as toujours été que la domestique ici. Papa est furieux. Tu as intérêt à envoyer cet argent où tu n'existes plus pour cette famille. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ressenti la piqûre de ces mots. J'ai juste regardé l'écran et j'ai ressenti une étrange et froide clarté. Ce n'était pas une crise familiale. C'était une liquidation. J'ai enclenché la vitesse et j'ai quitté la propriété,
laissant leur version de l'honneur dans le rétroviseur. En moi, la colère n'était pas bruyante cette fois. Elle était clinique. Ce n'était pas une dépression nerveuse. C'était un bilan comptable. Et il était enfin temps de commencer la véritable vérification des comptes. La porte du bureau s'est refermée avec un clic, bloquant l'air moite du centre-ville de Nice. Je n'ai pas allumé les plafonniers. Au lieu de cela, j'ai laissé la lueur douce et froide de mon moniteur d'ordinateur éclairer l'espace. C'était mon sanctuaire, une boîte de réalité de quelques mètres carrés que j'avais construite moi-même, loin des mensonges polis de la villa de Saint-Jean. La pièce sentait la moquette industrielle et l'odeur persistante du toner de haute qualité. Il n'y avait pas de photos de famille ici. Pas de portrait d'Hugo tenant un trophée ou de Gérard l'air suffisant lors d'une inauguration. Il n'y avait qu'un tableau blanc couvert de schémas de flux et un classeur qui détenait la vérité. Je me suis assise, le fauteuil ergonomique soutenant une colonne vertébrale qui avait été courbée sous le poids des attentes de ma famille pendant 32 ans. J'ai ouvert le premier dossier crypté sur mon bureau numérique. Je me préparais pour ce moment depuis exactement 3 ans, depuis la nuit où Gérard m'avait appelé pour arranger ses comptes. À l'époque, la colère n'était pas forte. C'était un bourdonnement à basse fréquence, une vibration constante dans mes os que j'avais appris à ignorer. J'avais réalisé que j'étais piégé dans une prison sans barreaux, une cage psychologique où ma propre fiabilité était le verrou. J'étais la stable, l'intelligente, celle qui s'en sortirait toujours toute seule. Mais ces étiquettes n'étaient pas des compliments. C'étaient les chaînes invisibles d'une survivante. Gérard et Hugo avaient perfectionné l'art de normaliser leur cruauté. Ils ne voyaient pas leur exploitation de mes compétences comme une trahison. Ils y voyaient un devoir familial que je leur devais pour le privilège d'être une Beaumont. Ils avaient convaincu ma tante que mon travail non rémunéré était une décision familiale pratique pour maintenir l'entreprise à flot pendant qu'ils transféraient chaque euro disponible vers Hugo. Je me souviens des nuits passées dans le bureau poussiéreux de Gérard, à boire du thé tiède que Martine laissait sur le cadre de la porte comme si j'étais un chat errant. J'avais trouvé des centaines de milliers d'euros de frais divers qui étaient en fait les notes de bar d'Hugo et ses abonnements au club de golf. Quand je les avais signalés, Gérard m'avait dit d'arrêter de faire du mélodrame. Il disait que j'étais la personne fiable, donc je devais simplement faire en sorte que les chiffres fonctionnent. Il présentait leur avidité comme ma responsabilité, un récit que j'avais laissé persister pendant que je rassemblais les preuves pour le détruire. Mon silence durant ces années n'était pas un signe de faiblesse. C'était une stratégie de survie. J'étais une survivante, pas une victime. Et chaque heure de travail gratuit que je lui donnais était un maillon que j'ajoutais à ma propre chaîne de preuves. Les gens voient une femme rester silencieuse et pensent qu'elle est brisée, mais j'étais juste une architecte en train de monter un dossier. J'étais l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, payant la facture de leur délire pendant que je traçais la sortie. J'ai réalisé alors que leur amour était un contrat qu'ils avaient rompu depuis longtemps, un abonnement que j'étais enfin prête à résilier. Le plus insultant avait été le lendemain du jour où j'avais sauvé l'entreprise de Gérard d'un redressement fiscal fédéral. Je lui avais demandé un petit prêt de 5 000 € pour aider aux frais de démarrage de mon propre cabinet d'expertise comptable. J'avais un plan d'affaires, une liste de clients et des projections sur 5 ans. Gérard a ri. Il m'a littéralement ri au nez par-dessus son expresso du matin. Il m'a dit d'être réaliste, que je devrais simplement rester son assistante parce que j'y étais, si utile. Dès le lendemain après-midi, un camion plateau livrait une Porsche de collection dans l'allée. Gérard l'avait payé 24 000 € en espèces, un cadeau de fin d'études pour un fils qui avait à peine réussi sa 2e tentative de licence d'économie. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau maintenant, et j'ai ouvert le fichier crypté que ma grand-tante Thérèse m'avait aidé à commencer. Thérèse était la seule à ne pas croire au récit de « l'homme qui s'est fait tout seul » de Gérard. Elle m'avait toujours dit que mes parents biologiques, ceux qui étaient morts quand j'avais 5 ans, étaient les vrais travailleurs de la famille. Avant de s'éteindre, elle m'avait donné une boîte de vieux relevés bancaires datant du début des années 90. Elle m'avait murmuré que « le papier bat les promesses à chaque fois ». Elle était la seule à voir la vérité des choses, et elle m'avait fait confiance pour la porter plus loin. J'ai commencé l'audit, mes doigts glissant sur les touches avec une précision létale. Je ne cherchais plus seulement des frais de maintenance manquants. Je cherchais le fantôme d'un versement de 1 200 000 €. Je creusais dans l'historique d'achat des 6 appartements que Hugo pensait venir d'hériter. Je savais que la vérité était cachée sous des couches de sociétés écrans et de transferts offshore.
Ce n'était pas une crise, c'était un bilan. Et j'allais m'assurer que chaque centime soit comptabilisé. Je me suis frotté les yeux, mais il n'y avait aucune fatigue. Seulement la froide clarté clinique d'une professionnelle sur le point de démanteler un mensonge de toute une vie. À l'intérieur de mon bureau, les néons bourdonnaient d'une mélodie différente maintenant, le son d'une avalanche imminente. Je n'étais plus seulement Julie, la nièce. J'étais l'auditrice de leurs âmes, et j'étais sur le point de retrouver chaque centime qu'ils avaient volé de mon héritage. La lumière bleue et froide de l'écran de mon smartphone a vacillé dans l'obscurité de mon bureau. Il était exactement 23h51 quand la première notification a retenti, héros numérique de la tempête que Gérard avait enfin déchaîné. Je n'ai pas bougé pour le prendre. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la fréquence de son désespoir. En quelques secondes, l'écran est devenu un registre défilant de malveillance. Gérard avait porté la guerre là où il se sentait le plus puissant, l'arène publique des réseaux sociaux. Sa publication sur Facebook était un chef-d'œuvre de chagrin fabriqué. Il avait téléchargé une photo datant de 10 ans, un portrait de famille forcée où je me tenais légèrement flou à l'arrière-plan pendant qu'il rayonnait derrière l'épaule d'Hugo. La légende disait, quand votre propre enfant trahit le nom de la famille et refuse d'honorer ses responsabilités, on réalise que certaines personnes ne pensent qu'à elles-mêmes. J'ai tout donné à Julie et voilà comment elle nous remercie. Je prie pour être guidé. C'était clinique dans sa manipulation. Un mouvement stratégique pour dresser notre cercle social contre moi. Je n'ai pas fléchi. Je n'ai pas ressenti la piqûre des commentaires qui s'accumulaient. Des tantes et des amis de la famille offrant, pensées et prières, tout en me qualifiant de monstre. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé un autre type d'archivage. Chaque « j'aime », chaque « cœur » sur cette publication de la part de mes proches était une donnée. J'enregistrais la liquidation de leur autorité morale. Hugo, bien sûr, n'avait pas pu s'en empêcher. Il avait commenté sous le post de Gérard, elle n'a toujours été qu'une aide dans l'entreprise familiale. Papa, je suppose qu'elle a enfin montré son vrai visage quand l'argent n'était plus facile à obtenir. J'ai regardé Martine, liker, le commentaire d'Hugo. C'était une confirmation silencieuse de la hiérarchie selon laquelle ils avaient vécu pendant 32 ans. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient choqués que j'ai arrêté de jouer le jeu. Je me suis frotté les yeux, non pas pour invoquer le regret, mais pour éclaircir ma vision pour les tableurs. Ce n'était pas une crise. C'était un bilan. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années. Et maintenant, leur compte était officiellement gelé. La campagne de dénigrement s'est poursuivie toute la nuit. D'autres messages ont afflué, m'accusant d'être ingrate, égoïste et froide. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je suis retourné à mon tableur. Chaque mot toxique qu'il tapait était un feu vert, une autorisation morale pour l'audit systématique que j'étais sur le point d'achever. Il pensait détruire ma réputation, mais il fournissait en réalité la distraction parfaite pendant que je terminais l'audit professionnel qui allait détruire leur trône. À l'intérieur de mon bureau, l'air était calme et sentait le café froid et l'ozone. Tandis qu'ils étaient occupés à jouer la comédie pour un public inexistant, j'étais occupé à parfaire la comptabilité de leur trahison. J'étais le distributeur automatique invisible pour une famille qui ne m'aimait même pas. Maintenant, je réalisais que c'était un abonnement et que j'étais enfin en train de cliquer sur « Résilier ». La colère n'était pas bruyante cette fois. Elle était clinique. Chaque capture d'écran que je sauvegardais, chaque mensonge que je documentais était une ligne de code dans le logiciel de leur chute. À 3 heures du matin, le post de Gérard avait été partagé 40 fois. J'ai souri à l'écran, une expression douce et dangereuse. Il voulait un spectacle public. Il voulait un récit. Très bien. Je leur donnerai exactement ce qu'ils demandaient, mais la fin ne serait pas écrite dans un post Facebook. Elle serait écrite devant un tribunal. J'ai attendu que les échos numériques de la crise de colère de Gérard commencent à s'estomper avant de passer l'appel qui mettrait fin à leur monde. Je n'ai pas appelé ma tante pour implorer sa compréhension. Je n'ai pas appelé Hugo pour me défendre contre ses insultes. J'ai appelé Marc, un avocat spécialisé en contentieux immobilier dont la réputation à Nice s'était bâtie sur le démantèlement d'empires frauduleux. Il avait été un de mes collègues lorsque j'étais analyste junior, et il savait que lorsque je lui apportais un dossier, ce n'était pas une supposition, c'était une condamnation. Le lendemain matin, l'air dans le bureau de Marc était vif,
sentant le cuir cher et la logique froide du droit. Il était assis en face de moi, un porte-document en cuir ouvert sur son bureau, ses yeux perçants parcourant les premiers résultats de mon audit. « C'est une situation assez incroyable, Julie », a-t-il dit en tapotant du doigt un virement bancaire de 1998. « Si ces chiffres signifient ce que je pense, ton oncle ne s'est pas contenté de t'ignorer. Il a systématiquement effacé ton avenir avant même qu'il ne commence. » Nous avons plongé dans l'historique d'achat des appartements de la Croisette. Gérard avait toujours raconté à la famille qu'il avait acheté les 2 premières unités à Nice en utilisant les bénéfices de son entreprise de construction. C'était le fondement de son mythe de l'homme autodidacte, une histoire qu'il utilisait pour justifier la vie facile d'Hugo et mon travail constant. Mais alors que nous tracions le capital, le récit ne tenait plus. L'entreprise de construction avait été dans le rouge à la fin des années 90. Les 300 000 € utilisés pour l'apport ne provenaient pas des revenus de l'entreprise. Ils provenaient d'un compte fantôme. Nous avons remonté les fonds jusqu'à un versement d'assurance vie suite à l'accident de voiture de mes parents biologiques quand j'avais 5 ans. Le versement avait été de 1 200 000 €, destiné à un fonds fiduciaire qui devait m'appartenir. Gérard, agissant en tant que mon tuteur légal, s'était établi comme administrateur. Mais au lieu de préserver l'héritage de mes parents, il avait utilisé l'argent de mon sang pour acheter sa place sur le marché immobilier de la Côte d'Azur. J'étais assise là, regardant la trace numérique se matérialiser sur l'écran de Marc. Mes parents étaient morts pour s'assurer que je sois protégé, et Gérard avait transformé leur tragédie en son compte bancaire privé. Il avait utilisé les intérêts de mon fonds volé pour payer les écoles privées d'Hugo et ses étés en Europe, alors que je portais des vêtements d'occasion et que j'économisais mes centimes pour me payer des cours de maths. Il avait volé mon identité et mon héritage pour construire un trône à un fils qui savait à peine lire un bilan comptable. Il a acheté les 6 unités de cette façon, a dit Marc, sa voix tombant sur un ton grave. Il a fait circuler les fonds à travers 4 sociétés écrans différentes pour masquer l'origine. Mais la signature sur le transfert initial est l'endroit où il a gaffé. Il a affiché un document numérisé, une procuration datée d'il y a 15 ans. Elle portait mon nom, mais l'écriture était une imitation maladroite de la mienne. Il avait forgé ma signature pour s'octroyer le contrôle total sur les fonds fiduciaires au moment précis de mes 18 ans. Il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour créer ces sociétés écrans alors que j'étais encore mineur, puis avait gardé mon dossier de crédit gelé pendant des années sous prétexte de me protéger contre le vol d'identité. J'étais une auditrice forensique qui avait été exclue de sa propre vie financière par l'homme même en qui j'avais confiance. J'ai regardé le faux et j'ai ressenti une clarté glaciale soudaine. Ce n'était pas un désaccord familial. C'était une scène de crime. Gérard n'avait pas seulement été un mauvais oncle. C'était un voleur qui vivait sur mon découvert depuis 3 décennies. Mon calme pendant toutes ces années n'avait pas été un signe de faiblesse. C'étaient les chaînes invisibles d'une survivante. Un silence tactique pendant que je rassemblais les preuves pour déverrouiller la cellule. Vous viviez tous dans un château de cartes et vous avez oublié qui avait payé les fondations. L'investisseuse silencieuse retire son capital. Marc m'a regardé, attendant une réaction. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi il avait fait ça. J'ai simplement regardé le chiffre de 1 200 000 € sur l'écran et j'ai dit, ce n'est pas de la vengeance, Marc. C'est de la comptabilité. À l'intérieur du bureau, le soleil continuait de frapper les immeubles de verre du centre de Nice. Mais pour les Beaumont, les lumières étaient sur le point de s'éteindre. Nous ne parlions plus de frais de maintenance ou de filles ingrates. Nous parlions de vol d'identité, de faux en écriture et d'une décennie de fraude. J'étais l'architecte de leur chute, et j'étais sur le point de livrer la facture finale. Le salon de la villa était exactement comme je l'avais laissé, à l'exception des amuse-bouches qui étaient froids et de la célébration qui s'était transformée en une veillée d'arrogance. 30 personnes étaient encore là, sirotant ce qui restait du champagne, attendant que la fille raisonnable revienne signer son propre arrêt de mort financier. Hugo était appuyé contre la cheminée, murmurant quelque chose à Léa qui la faisait rire, un son aigu et cher qu'il pensait avoir acheté avec mon avenir. Gérard était en bout de table, le visage rouge de ce genre de victoire que seul un voleur peut savourer. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas demandé la permission. Je suis entré, faisant rouler la même valise noire que Gérard supposait être remplie de mes vêtements pour mon départ. La pièce est devenue silencieuse, ce genre de silence qui précède habituellement un ouragan.
Gérard s'est levé, les yeux plissés et pleins du sermon qu'il avait répété. Alors, revenu à la raison, Julie, a-t-il demandé, sa voix tonitruante pour le bénéfice des témoins. Nous avons déjà décidé que les appartements sont à Hugo. Signe la prise en charge des frais et nous pourrons peut-être discuter d'excuses pour ce désordre sur Facebook. Je n'ai pas répondu. J'ai positionné la valise au centre de la table en acajou, juste au-dessus de la facture de 15 000 € que Gérard avait essayé de me forcer à payer. J'ai actionné les loquets métalliques. Clic. Clic. Le son a tranché la pièce comme une lame. J'ai ouvert le couvercle et j'ai sorti le premier document, l'acte d'achat certifié pour les unités de la Croisette. Tu as dit à la famille que tu avais bâti cet empire par le travail, Gérard, ai-je dit, ma voix calme et clinique. Mais ces documents disent autre chose. J'ai étalé les preuves de l'audit. 1 200 000 €, le versement de l'assurance vie de mes parents biologiques. J'ai placé la fausse procuration juste au-dessus. Celle où son imitation maladroite de ma signature de jeune fille de 18 ans était surlignée en jaune fluo. La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse, elle est devenue un vide pneumatique. Maître Roche, l'avocat, s'est avancé, la main tremblante alors qu'il ramassait le faux. Il a regardé Gérard, puis le document, et j'ai vu le moment précis où son monde s'est effondré. Ces appartements n'ont jamais été à toi pour que tu puisses les donner, ai-je dit, fixant Gérard dans les yeux. Ils ont été achetés avec le prix de mon sang. J'ai déjà déposé une assignation sur chaque unité, gelant ta capacité à vendre ou à déplacer un seul centime. Gérard, tu peux signer ces actes de cession immédiatement pour régler ta dette envers moi, ou mon avocat envoie un signalement pénal numérique au procureur de la République. Les preuves de faux sont indéniables. Tu as 60 secondes pour décider. Les propriétés, ou une mise en examen criminelle. Le basculement de pouvoir était absolu. Gérard a reculé, son visage prenant une teinte de violet assortie au vin volé dans son verre. Hugo s'est précipité vers les papiers, hurlant que c'était une erreur, que je mentais. Mais Maître Roche a levé la main. Juridiquement, Gérard, si ces documents comptables sont authentiques, tout ce plan successoral est nul, et tu fais face à une responsabilité pénale très grave. Je ne peux pas et je n'exécuterai pas cette distribution. Nous devons geler tous les actifs immédiatement, en attendant une enquête complète. Léa a regardé Hugo, sa main lâchant son bras comme s'il était soudainement devenu contagieux. Elle a quitté la pièce sans un mot, laissant son champagne se renverser sur le tapis persan. Le château de cartes financier d'Hugo s'est effondré avant le coucher du soleil. Sans les appartements pour soutenir ses illusions, ses créanciers ont fondu sur lui comme des vautours. Gérard et Martine ont été forcés de vendre la villa de Saint-Jean pour rembourser les 1 200 000 € plus 3 décennies d'intérêts. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 pièces donnant sur un parking, un endroit où l'air ne sentait pas le lys, mais les conséquences qu'ils avaient essayé d'éviter. Mais je n'ai pas vécu dans ces appartements. Je n'avais pas besoin de leur luxe. J'ai converti les revenus des unités de la Croisette en la Fondation Thérèse. Nous nous concentrons sur l'aide aux enfants qui ont subi un vol d'identité financière de la part de leur propre tuteur. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était pour s'assurer que Gérard récolte enfin exactement ce qu'il avait semé. C'était une justice poétique en préparation depuis des décennies. J'ai transformé l'héritage de cupidité de Gérard en un héritage de reconstruction. Chaque grand livre que j'équilibre maintenant aide un autre enfant à retrouver le sol sous ses pieds. J'en suis venu à réaliser que votre valeur n'est pas un chiffre que quelqu'un d'autre peut décider. J'ai passé 30 ans à penser que j'étais un fardeau parce que c'était l'histoire dont Gérard avait besoin pour garder ses mains dans mes poches. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous de ceci, les gens qui vous traitent comme un détail insignifiant sont généralement ceux qui sont le plus terrifiés par votre clarté. Être sous-estimé n'est pas une faiblesse. C'est un avantage tactique. Cela vous donne la liberté de construire votre propre forteresse pendant qu'ils sont trop occupés à jouer la comédie pour une foule qui n'existe pas. Le papier bat les promesses à chaque fois, mais le caractère est la seule chose qui ne peut être volée.